Alors, c'est parti. Donc, j'ai le plaisir de débuter avec la présentation de Frédéric Mathias Alexander. Alors, je vais vous présenter mon écran. Et là, pour être sûr de ne pas vous perdre, je vais vous présenter le PowerPoint, mais pas nécessairement en mode diapo, sinon je vais perdre l'accès à Zoom en même temps, là. Donc, je reste avec vous, mais je pense que tout le monde devrait bien voir. Donc, si Lucie et Odette, vous voyez bien, je vais peut-être me faire un petit oui de la tête. Super. Donc, Frédéric Mathias Alexander. Je commence en vous disant que ce que je veux que vous reteniez, hein, de cette présentation-ci, c'est que c'était un homme, hein, comme vous et moi, sommes des hommes et des femmes. Donc, c'est une personne d'abord et avant tout qui a rencontré des difficultés reliées à sa passion et à ce qu'il voulait faire de sa vie. Et il a recherché, hein, il s'est peut-être entêté, il a persévéré pour trouver une solution à son problème. Donc, c'est vraiment l'histoire, un peu son parcours et comment il a découvert et finalement rendu là, accessible l'enseignement de ces découvertes-là aux autres que je vous présente aujourd'hui. Donc, juste pour que vous ayez en image donc, le jeune homme et l'homme plus mûr qu'il est devenu par la suite. Donc, dans son enfance, Alexander, il est né le 20 janvier 1869, donc en Tasmanie, en Australie. C'était l'aîné d'une famille de 10 enfants. Donc, le père est forgeron, la mère est à la maison. Donc, forgeron, on est peut-être dans la petite bourgeoisie de l'époque. On a quand même une situation qui peut être relativement acceptable là, dans les conditions de l'époque, on s'entend. Alexander est né prématurément et a gardé certaines faiblesses physiques et une santé plutôt fragile. Ses activités préférées, ultimement, étaient la pêche, le tir et l'équitation. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment un enfant avec des activités d'époque là, de l'enfant. Évidemment, hein, il n'y avait pas tous les beaux jeux vidéo que nos enfants aiment de nos jours. Donc, mais il avait vraiment ses activités à lui. Et sa mère croyait beaucoup en l'importance de l'éducation. Donc, Alexander est allé à l'école du dimanche d'abord, puis à l'école publique là, de l'époque. Par contre, il n'était pas un très bon élève, pas dans le sens qu'il était mauvais à l'école, mais plutôt qu'au niveau de son attitude, était un élève là, plutôt difficile et turbulent. Ce qui fait que le professeur de l'époque l'a retiré de l'école du jour et de la classe pour lui donner des cours particuliers d'enseignement là, le soir. Il lui a entre autres transmis l'amour et l'intérêt envers la poésie et plus particulièrement envers le théâtre de Shakespeare qui va vraiment devenir la passion d'Alexander. Vous verrez là, le lien entre le professeur et l'élève, c'est vraiment très bien tissé. Alors, à 15 ans, Alexander devient l'assistant de son professeur et il décide de devenir enseignant. Donc, à ce moment-là, dans sa vie, c'est son objectif, devenir enseignant pour des enfants. Par contre, un an plus tard, il va voir de la famille dans une autre ville où il y a une mine et il se fait offrir un emploi payant dans une mine. Donc, replacez-vous en 1885. C'est sûr que si on vous offre un emploi plutôt payant, c'est sûr que c'est tentant et ses parents l'encouragent fortement à accepter ce qu'il va faire. Vous vous souvenez, j'ai dit qu'il avait une santé plutôt précaire et fragile, donc il n'est pas mineur dans la mine, il va occuper des postes davantage là, cléricales et administratifs, dans lesquels il est relativement bon et apprécié. Ses loisirs, en dehors de son travail, c'est encore tout à fait l'équitation. Il va commencer à jouer du violon, puis il va s'intégrer et participer à diverses troupes de théâtre amateurs, ce qu'il aime beaucoup. Plus tard, donc quelques années plus tard, il déménage à Melbourne, il suit certains membres de sa famille et là, à Melbourne, découvre une vie artistique beaucoup plus vivante et il passe là, plusieurs semaines à aller visiter les théâtres, les concerts, les expositions. Il se nourrit, il boit l'ensemble de la culture qu'il peut absorber et il décide de prendre des cours de diction et l'art de la déclamation par amour du théâtre et il veut en faire une carrière. Donc, de fil en aiguille, il participe à des troupes amateurs, commence à participer à des petits contrats ici et là, donc débute sa carrière d'acteur. Par contre, et c'est là que l'histoire commence, hein, c'est là que les ennuis débutent pour lui malheureusement. Donc, Alexander développe des problèmes à la gorge et une irritation au niveau de cordes vocales, ce qui fait qu'il y a un enrouement de plus en plus marqué qui se fait sentir et qui va même l'empêcher éventuellement d'être capable de parler lors des spectacles. Ses amis aussi lui font remarquer qu'on entend sa respiration. Donc,
Hein, et quand on veut prendre une grande inspiration, parfois, certains acteurs, on va entendre la respiration, chose qu'Alexander n'apprécie pas chez les autres acteurs. Donc, c'est quelque chose qu'il avait déjà remarqué et qu'il n'aime pas. Donc, quand on lui fait remarquer cet élément-là, c'est vraiment ça qui l'accroche, beaucoup plus que l'irritation et un possiblement léger enrouement qui débute. C'est ce qui l'accroche, le tracasse et qu'il va essayer de corriger en tant que tel, mais en essayant de corriger cet élément-là de respiration, malheureusement, ses problèmes s'aggravent de plus en plus et il vient à en perdre complètement la voix. Il ira donc à la recherche de solutions et consultera d'abord des professeurs de diction et des médecins, hein, à l'époque. Je fais une pause ici dans l'historique. Je vous amène à la fin de son histoire pour y revenir par la suite. Donc, quelques années plus tard, environ 3, 4, 5 ans après le début du problème, donc il réussit, hein, à régler son problème de voix et à pouvoir reprendre sa place sur les planches. Donc, Alexander va faire un retour à sa carrière d'acteur, faire quelques tournées en Australie, en Nouvelle-Zélande, entre autres. Puis, rapidement, décide de commencer à enseigner ses découvertes et à travailler avec les différents acteurs là, de l'époque là, ou des personnes qui auraient de la difficulté au niveau de la voix. Donc, il va commencer d'abord par faire ça à Melbourne. Puis finalement, de fil en aiguille, c'est vraiment cette partie-là de sa vie qui va prendre le plus de place. Il va éventuellement déménager à Sydney où il va rencontrer un chirurgien, le monsieur Stuart McKay, qui va l'encourager dans sa démarche, qui va aussi lui référer certains patients. Il va aider non seulement des personnes qui ont des troubles au niveau de la voix, mais également au niveau de la respiration. Puis ce chirurgien va fortement l'encourager à aller à Londres pour aller travailler et transmettre son savoir là-bas. Donc, en 1904, il déménage sa pratique à Londres avec des références de M. McKay. Il aura donc rapidement certains contacts avec le milieu médical à Londres. Puis, en dedans de 2 ans, il établit une pratique là, florissante où il rencontre là, plusieurs clients par jour pour les aider. C'est surtout respiratoire et vocal comme point de départ, mais de fil en aiguille, le champ d'application va s'élargir. Il va écrire 4 livres plus tardivement, là, à partir de 1910 jusqu'à à peu près là, 1925. Donc, les 4 ouvrages principaux de M. Alexander vont être écrits par lui. Puis vraiment, à partir de 1930, il va vraiment plus se consacrer à l'enseignement, la formation pour les professeurs de technique Alexander qui éventuellement vont créer les la première association suite à son décès en 1955 qui vont prendre en main l'ensemble de la formation du cursus et poursuivre le travail d'Alexander, ce qui fait que moi, aujourd'hui, j'ai pu faire une formation il y a déjà quelques années et que je peux enseigner et continuer à partager le savoir. Donc, c'est un peu la tangente, la directive. Donc, ça a bien été pour Alexander une fois qu'il a commencé en l'enseignement et la pratique à Londres. Vraiment, le bout qui me plaît et qui m'intéresse davantage, et je vais arrêter le partage, c'est de vous expliquer, suite à son problème, donc ses premiers pas, donc j'ai des problèmes de voix, c'est dû à peut-être ma diction ou à ma façon de faire sur scène. Je vais aller voir un professeur de diction. Peut-être qu'il pourra m'aider avec mon problème de respiration audible. J'ai un enrouement à la gorge, j'ai les cordes vocales irritées, mais je vais aller voir des médecins de la gorge, hein. Donc, souvent, on a un bobo, on va aller voir le médecin ou le spécialiste qui est responsable de la zone en question où on est blessé, où on ressent la douleur. Donc, un de ces médecins, Alexander, là, au début, là, avait un engagement très important, puis il hésitait, est-ce que je devrais accepter ou pas? Mais le médecin lui dit, ben, regarde, on va faire un traitement, puis pendant 15 jours avant ton engagement, ton récital, arrête de parler, ou presque, tu sais, repose ta voix au maximum. Ça devrait bien aller le jour du concert. Donc, Alexander suit les indications et parle très peu. Puis, effectivement, sa voix s'améliore. Donc, tu sais, il est content. Puis, arrive le jour du concert, du récital, et ça va bien. Donc, au début, ça va bien peut-être pour la première demi-heure. Bon, c'est pas exactement le minutage exact, vous comprenez, mais il commence et ça va bien. Par contre, il finit son récital avec à peu près plus de voix, avec une très grande difficulté à parler. Donc, vous imaginez la détresse et
l'accablement de cette personne-ci qui, après ne pas avoir parlé pendant 2 semaines, ne réussit pas à terminer son récital avec une voix acceptable. Donc, tu sais, comment je vais faire? Je ne peux pas faire ça à chaque fois que j'ai un récital. Je ne peux pas passer ma vie à ne pas parler, puis finalement, ça ne règle pas vraiment le problème. Retourne voir son médecin, il discute, puis Alexander a la sagesse de se questionner et de dire, je dois faire quelque chose. Ça, tu sais, ça va bien dans ma vie générale. Quand je parle, dans ma vie en général, ça va. Je peux maintenir une voix normale. Quand j'arrive sur scène, j'irrite mes cordes vocales d'une manière ou d'une autre et je perds la voix. L'enrouement vient. Qu'est-ce que je fais? Et malheureusement, son médecin, il n'y a pas la réponse à cet élément-là. Donc, Alexander dit, moi, je vais trouver. Je vais m'en occuper, je vais trouver. Donc, grâce à son emploi dans la mine et tout ça, Alexander continue de travailler sur des jobs administratifs ici et là et en même temps recherche sur quel est mon problème, qu'est-ce que je fais. Donc, il va commencer, puis c'est vraiment l'application de la méthode scientifique, mais sur soi-même, hein, avec l'observation. Un des livres très intéressants à lire, si jamais ça vous intéresserait, c'est un de ces livres les plus simples et les plus courts et les plus agréables à lire, selon moi, donc, et qui existe en français. Donc, ça s'appelle L'usage de soi. Et c'est écrit par Frédéric Mathias Alexander. Et le premier chapitre, vraiment, il décrit son parcours, c'est sûr, avec beaucoup de recul. Il écrit ce livre-là en 1932, puis il a développé ses problèmes autour de 1890 à 1894. Donc, on est 30-40 ans plus tard, mais il vient d'écrire son approche. Puis la première chose qu'il a fait, c'est je vais m'observer dans un miroir. Donc, je vais regarder quand je parle, parce que quand je parle, je pense que je n'ai pas de problème. Donc, quand je parle, je vais me regarder faire pendant plusieurs heures. Puis après ça, je vais me regarder quand je récite. Il y a sûrement quelque chose de différent. Donc, de fil en aiguille, s'observe et finit par remarquer certaines différences au niveau de sa gorge et de sa tête. Il est encore avec un focus très local. Le problème est au niveau des cordes vocales, alors j'observe ce qui se passe en haut de moi. Il fait différentes observations sur son port de tête et sur sa gorge. Donc, s'il se dit, si ça est probablement la source de mon enrouement, bien, je vais essayer de ne plus faire ça. Et donc, lui, il avait remarqué qu'il mettait sa tête vers l'arrière. Bon, là, vers l'arrière, je ne sais pas exactement comment il la mettait vers l'arrière, mais vous imaginez que probablement qu'il voulait déclamer, donc il voulait se faire un peu plus grand, puis on pourrait penser qu'il amenait la tête plus vers l'arrière pour se grandir en apparence. Et ça amenait une pression sur son larynx. Fait que là, si je ne fais pas ça, bien, je vais essayer autre chose. Donc, il a décidé de mettre sa tête ailleurs, davantage vers l'avant. Et effectivement, ça tendait à améliorer le problème. Ça ne le réglait pas, mais ça l'améliorait. Alors, il continue. Il n'est pas satisfait d'une amélioration. Là. Il veut trouver et comprendre. Là. Lui, il est engagé dans sa démarche. Là. Même si ça doit être vraiment difficile parce que c'est long, il va prendre 3-4 ans là, à faire cette recherche-là. Puis, ça marche pas. De fil en aiguille, il se rend compte que sa tête puis sa gorge, c'est une chose, mais il finit par se rendre compte que son torse aussi réagit différemment quand il parle et quand il récite. Puis que finalement, le port de son torse, qui était souvent surélevé, probablement encore parce qu'il voulait être grand sur scène puis avoir l'air d'un beau grand jeune homme, est surélevé, ça amène certaines tensions, puis ça l'empêche de faire ce qu'il veut avec sa tête. Donc, de fil en aiguille, continue à observer, puis essaie de voir comment est-ce que je peux changer ci, puis changer ça, puis il arrive toujours à la même étape qu'il commence à savoir ce qu'il veut faire, mais quand il récite, coudonc, il tombe toujours dans ses vieilles habitudes, dans ses vieilles pantoufles. Ça ne fait pas vraiment son bonheur. Donc, il continue pour finalement se rendre compte qu'il y a de la tension jusque dans ses orteils. Hein? Il s'était déjà fait dire par un ancien professeur, faut que tu prennes possession du plancher. Ben, lui, il avait traduit ça avec bien gros de l'attention, puis essayait d'attraper le plancher avec ses orteils. Fait que de fil en aiguille, sa compréhension, qui était très locale au point de départ, se développe pour englober l'ensemble de son corps, puis de se dire, ben,
toute partie de mon corps est en interaction avec les autres et ce qu'une partie fait va avoir un impact sur la partie suivante. Donc, je dois prendre soin de l'entièreté de moi et de ce que je fais. Puis finalement, fort de cette expérience-là, essaie et continue la démarche. Puis, il arrive toujours que quand il veut parler puis réciter, il retombe dans ses vieilles habitudes. Comment je vais faire? Et il se rend compte, là, c'est là vraiment là qu'il développe toute la méthode puis qu'il fait vraiment preuve de résilience. Il se rend compte que quand il se met à réciter, bien, il se fie à ses sensations. Il se fie à ce qu'il sent. Puis ce qu'on sent comme étant juste et normal dans notre corps, bien, c'est ce qu'on est habitué de faire. Puis là, pour vous faire comprendre, pour vous faire démontrer, je vais juste vous inviter à croiser les bras. Donc, on croise les bras. Vous les croisez d'une certaine manière, avec une certaine main en haut, une certaine main en bas. Ça, c'est votre habitude, puis vous êtes bien. Vous croisez les bras comme ça, puis c'est normal. Croisez-les de l'autre sens. Donc, échangez le croisement de bord. Il y en a qui vont être mêlés, là, qui ne sauront pas trop comment faire. Fait que taponnez un peu, là, vous allez finir par le trouver. OK? Vous sentez-vous bien? Hein? Sentez-vous que c'est normal puis que c'est une sensation habituelle? Non. Non, puis c'est ce qui vient compliquer la démarche d'Alexander à ce moment-là parce qu'il se fie sur des sensations qui sont fausses. Puis là, il dit, mais comment est-ce que je peux défaire ça? Comment est-ce que je peux m'amener à explorer des sensations nouvelles pour permettre une organisation, un port, un usage de mon corps, hein, usage de soi, qui est le titre du livre, un usage de mon corps qui va permettre de ne plus mettre de pression sur mes cordes vocales, éviter l'irritation, permettre un bon fonctionnement. Donc, de fil en aiguille, hein, d'un échec à l'autre, d'une tentative de compréhension, vous voyez que vraiment sa pensée a évolué. Donc, de très local à finalement comprendre que le corps est un être en entier qui doit être considéré comme tel lorsqu'on a une problématique. On ne peut pas juste aller localement, il faut travailler l'ensemble de l'œuvre parce qu'on ne sait jamais hein, qu'est-ce qui influence quoi. Puis finalement, se rendre compte comment travailler avec notre perception qui est peut-être devenue fausse, qui a été faussée par notre habitude. Et ultimement, comment est-ce que, quand je sais ce que je veux faire, je maintiens les conditions essentielles pour que ça continue à travers l'activité et que je ne retourne pas dans mes vieilles habitudes. Donc, de fil en aiguille, c'est vraiment ça le développement d'Alexander. Il l'a systématisé, il l'a raisonné, il l'a installé en étapes, il a appris des façons pour passer ça aux autres à l'aide d'un toucher et de fil en aiguille. C'est tout ce raisonnement-là, cette philosophie-là qui est devenue la pratique et la base de la technique Alexander qu'il a pu enseigner à d'autres. Donc, vraiment, à travers son épreuve personnelle, sa persévérance, sa résilience et son acharnement à, des fois, tourner en rond sur une même étape pendant des semaines et des mois, qu'on est maintenant, hein, qu'on a droit et qu'on a accès finalement à cette méthode, à cette façon de faire pour nous aider hein, dans nos propres difficultés. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller fouiller sur Internet, Technique Alexander. Je vous invite à aller sur le site du regroupement pour l'éducation somatique et à contacter là, mes collègues qui pratiquent là, actuellement, qui pourraient vous enseigner. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et je passe la parole maintenant à Odette Guimond. Odette, je te laisse te présenter, puis j'organise là, ton PowerPoint. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je suis professeur certifié de la méthode Feldenkrais d'éducation somatique. Voilà, et j'attends mon PowerPoint. Oui, je vais partager mon écran. Je vais vous parler de Moshe Feldenkrais, que je n'ai pas connu personnellement. Ça, c'est la fin, mais ça vous donne les sources. Ça vous donne les sources de... Oui, tu le fais à l'envers, c'est bien. Vous voyez à l'envers, c'est un principe, la réversibilité du mouvement, c'est un des principes en Feldenkrais. Ah, ça, c'était le début. Ça va? Ça va? Oui, je pense que oui. OK, je vais y aller avec le clavier. Parfait. Voilà. Alors, cet homme que je n'ai pas connu, donc, mais qui a transformé ma vie via d'autres personnes, eh bien, il est né en 1904, mort en 1984, donc c'est 80 ans de recherche et de mouvement. Hein?
Donc, tu peux passer à l'autre. Voilà. Donc, la principale source, évidemment, c'est Mark Rees qui a commencé à écrire une biographie de Moshe Feldenkrais, mais il y a eu le temps juste de terminer, en tout cas que ce soit mis en forme. C'est un livre de 600 pages sur la première partie de sa vie. Et puis, il y a d'autres sources, là, vous avez pu voir, que j'ai mis à la fin, où j'ai pu résumer en 20 minutes chrono sa vie, qui bouge beaucoup. Hein? A Life in Movement, c'est ça. Donc, je l'ai divisé en 3 périodes, reliées à ses voyages et à sa transformation de l'Europe de l'Est à la Palestine. Vous voyez, 1904-1929, c'est autour de la Première Guerre mondiale. Ensuite, en mouvement en Europe de l'Ouest, c'est autour de la Deuxième Guerre mondiale, surtout en France et en Angleterre. Et ensuite, d'Israël jusqu'en Amérique. Donc, là où il va développer sa méthode 1950-1984. Allons-y à la prochaine. Voilà. Donc, la première partie, de l'Europe de l'Est à la Palestine, je me suis permis de créer un petit peu, de faire des blocs de thèmes. Donc, il y a d'abord, dans sa tendre enfance, ses racines culturelles, intellectuelles et spirituelles, le judaïsme. Ensuite, construire un nouveau territoire, apprendre à se défendre. C'est la deuxième partie, et étudier, enseigner, cartographier le territoire, et ensuite penser et agir de manière positive pour guérir ses blessures. C'est les thèmes que j'ai retenus. Donc, première chose, les racines culturelles, intellectuelles, spirituelles, le judaïsme. Il y a un très, très beau livre de David Katz, qui est aussi en référence à la fin, là, qui s'appelle « La réparation du monde », qui montre vraiment les racines profondes de la pensée de Moshe Feldenkrais, même s'il n'était absolument pas un juif pratiquant, là. Donc, il est né à Slavuta, donc l'actuelle Ukraine, dans une famille de tradition juive hassidique. Il est très, je vois plus, il est très attaché. Oup, oup, encore, avance, avance. Voilà, il est très attaché au prénom de Phinéas de Koretz, son ancêtre maternel sage et guérisseur. Et en 1912, sa famille s'établit à Baranovitch, l'actuelle Bélarus, où il étudie l'hébreu, reçoit son bar mitzvah, qui célèbre sa majorité religieuse. Donc, c'est tous les Juifs sont confinés dans ce territoire entre 1835 et 1917 là, en Russie. C'était la Russie à l'époque. Bon, alors en 1918, à 14 ans, il se rebelle, il quitte sa famille à la fin de la Première Guerre mondiale, suite à la déclaration Balfour de l'établissement d'un État juif. Et donc, il voyage pendant 6 mois, va arriver à Jaffa en décembre, travaille dans la construction en 1919. Et la Palestine se retrouvant sous mandat britannique, Moshe rejoint l'Organisation d'autodéfense juive, il étudie le jiu-jitsu, il établit sa propre méthode d'autodéfense qu'il enseigne à ses camarades, luttant pour la liberté. Donc, faut juste savoir que les Arabes étaient autorisés à porter des armes et pas les Juifs. C'est ce qui a amené cette activité-là, disons, pour Moshe. Continue. Donc, à 19 ans, il est toujours là, il délaisse son travail dans la construction pour entreprendre des études secondaires, finaliser des études secondaires à Tel Aviv, tout en étant tuteur de mathématiques. Il était bon en maths pour gagner sa vie auprès d'élèves en difficulté. C'est assez étonnant de voir son talent pour la pédagogie, déjà à ce moment-là. En 1925, il a son diplôme de high school. Il travaille comme cartographe pour le Bureau de surveillance du mandat britannique, dessine les cartes de Palestine, d'Égypte et de Syrie. Donc, aussi très bon pour cartographier. Donc, c'est très important aussi pour nous, cette capacité de pouvoir cartographier son propre territoire. Peut-être que ça vient de là. Alors, ensuite, deuxième partie. Non, la fin de ça, oui. À 25 ans, ben voilà, il se blesse au genou dans une compétition de soccer, ce qui va contribuer plus tard à ses découvertes. Mais en convalescence, il va déjà traduire en hébreu le livre de Brooks,
sur l'autosuggestion, la méthode d'Émile Coué, auquel il ajoute une préface et un chapitre, Thinking and Doing, là, traduit en anglais, dédié à ses camarades immigrants. Donc, on voit son intérêt tout de suite pour celui qui est à l'origine de la pensée positive, de l'auto-hypnose. Plus tard, il va s'intéresser aussi à Korsinski, à Milton Erickson dans cette lignée-là. On continue. Voilà, deuxième partie, grande partie. Donc, on passe en Europe de l'Ouest entre 1930 et 1949. Bon, divisez ça en 4 thèmes, s'il vous plaît. Laissez tout derrière soi pour continuer à apprendre. Allier science, autodéfense et intérêt pour le développement de l'enfant. C'est très intéressant, hein, déjà, comment ça se bâtit dans sa tête. Fuir, soutenir les alliés, réapprendre à bouger malgré ses blessures et établir des liens inhabituels, les soutenir par une approche scientifique. Donc, vous voyez là des images qui vont amener à sa pratique de judo. Donc, à 26 ans, il quitte ce qu'il a construit à Tel Aviv pour Paris et il commence sa formation d'ingénieur à l'École spéciale des travaux publics. L'année suivante, il publie un livre sur le jiu-jitsu et l'autodéfense qui va être traduit en 1935 sous le titre « Manuel pratique de jiu-jitsu, la défense du faible contre l'agresseur ». Ça a toujours été un thème bien important, ça, dans sa vie. Continuons. Allier science, autodéfense et intérêt pour le développement de l'enfant. C'est ce qui se passe durant cette période-là. Donc, il est diplômé ingénieur à 29 ans. Il devient assistant dans les laboratoires de Joliot-Curie à l'Institut du Radium et il poursuit ses études doctorales. Il rencontre à ce moment-là le fondateur du judo, Kano, le maître Kano, et il commence son entraînement en judo après beaucoup d'échanges entre le jiu-jitsu, le judo, grande histoire. Entre 35 et 37, il travaille au laboratoire Arcueil-Cachan. Il construit un générateur utilisé pour des expériences de fission atomique. Il obtient entre 36 et 38 sa ceinture noire de judo. Il publie en 38 l'ABC du judo, obtient son 2e dan, continue toute cette histoire de judo. Durant une grande partie de sa vie, c'était très important. Il épouse Yona Robensfeld, qui est un pédiatre, une amie d'enfance. Ils vont rester mariés pendant 10 ans. Et donc, à travers son influence, il va beaucoup apprendre sur le développement de l'enfant. Il s'intéresse aussi à l'acupuncture et au yoga durant toute cette période-là. Et en 39-40, il travaille sous la direction de Paul Langevin, toujours là, dans son laboratoire de recherche, sur le magnétisme et les ultrasons. Voilà. Et on change, on voyage. Donc, à 36 ans, en 1940, Moshe et son épouse doivent fuir Paris, poursuivis par les nazis. Ils se réfugient en Angleterre, où Moshe va travailler pour l'amirauté britannique, finalement, comme officier scientifique. Par la suite, il dirige la recherche anti-sous-marine en Écosse, parce qu'il est parti avec plein de documents là, sur la fission nucléaire. Donc, jusqu'à la fin de la guerre, et durant cette période, il enseigne également le judo et l'autodéfense. Il publie en 1941 Judo, l'art de la défense et de l'attaque. J'espère que vous appréciez mon anglais. Et en 1942, un joli petit livre qui, avant d'être joli, a été très pratique, le Practical Unarmed Combat, dédié à l'entraînement de l'armée britannique. C'est en 12 leçons. Comment se défendre contre quelqu'un qui est armé quand on n'est pas armé. Souffrant toujours de son genou, qui a été malmené, toujours de plus en plus, par la fuite précipitée de France et son travail sur les ponts des sous-marins. Il doit s'éviter, travailler sur lui-même. Et oui, voilà le grand mythe, hein, la grande histoire autour de son genou. Il observe le fonctionnement de son genou lié à l'ensemble de lui-même, utilisant un mouvement doux et conscient
en tant que spécialiste du judo, il avait compris que tout ça formait un ensemble. Hein. Entouré de scientifiques, il donne aussi des conférences sur ses nouvelles idées, des ateliers expérimentaux et travaille en privé avec des collègues. Donc, c'est les prémices là, de ce qui va devenir sa méthode. En 1945, il reçoit finalement son doctorat à la fin de la guerre, donc en physique et en génie mécanique électrique, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il peut retourner faire un petit tour pour recevoir son doctorat. Voilà, donc on passe à une autre étape. À 42 ans, en 1946, il s'installe à Londres. Il travaille comme professeur et comme inventeur. Il va inventer toutes sortes de choses. Et il continue de s'impliquer dans un comité international d'étudier scientifiquement les principes du judo. Ça, c'est vraiment, vraiment fondateur. Il commence à écrire en 1947 « The Potent Self », malheureusement traduit en français par « La puissance du moi ». C'est épouvantable, c'est absolument pas ça. C'est plutôt le potentiel de soi, qui va être publié à sa demande seulement après sa mort en 1985, mais il va travailler sur ce livre-là pas mal toute sa vie. Il est assez mal à l'aise avec la conception, le parler d'en fait des émotions, et c'est ce qu'il y a entre autres dans ce livre-là. Donc, il préférait que ce soit publié après sa mort. Cependant, son premier livre vraiment important en 1949 apparaît, Body and Mature Behavior, hein, l'être et la maturité du comportement, c'est comme ça que c'est traduit, une étude sur l'anxiété, la sexualité, la gravité et l'apprentissage. Donc, c'est des concepts qui sont très, très pas reliés du tout à son époque et qu'il met en lien. Il intègre aussi, durant toute cette période-là, l'influence des travaux de Gurdjieff, de Alexander, de William Bates, de Henry Jacobi et Elsa Guenda, qu'elle rencontre également. Voilà. Oh, voilà, la période chargée avec des belles photos. Donc, d'Israël jusqu'en Amérique, de 1950 à 1984. Bon, qu'est-ce qu'il va faire durant cette période-là? C'est là où la méthode se bâtit. Approfondir l'enseignement du judo, les grands principes du travail au sol, ce qui est vraiment fondateur dans la méthode. Miser sur l'importance de la prise de conscience par le mouvement, ce qu'il faisait toujours, mais là, ça va prendre forme. Prise de conscience par le mouvement et intégration fonctionnelle, donc le travail en individuel, mais qu'il veut rendre disponible à tout le monde et laisser un héritage, resserrer les liens avec les autres domaines. Donc, ça comprend donc 3 formations professionnelles qu'il a pu faire durant sa vie et durant lesquelles sa pensée va évoluer. C'est intéressant de les étudier, comment ça évolue. Et bien sûr, ça comprend aussi beaucoup d'entretiens, de discussions, de publications durant cette période. Donc, vous voyez les images en bas là, des premiers Israéliens, donc, qui ont été après ça ses assistants. Hein. Il y en a que vous connaissez peut-être, là, Anat Baniel, Gabi Yaron, Ruti Yolon, c'est ceux qui sont connus le plus ici, la formation de San Francisco et la formation de Amherst, dont sont issus Yvan Joly, Suzanne Charbonneau, entre autres. Voilà. Alors, allons-y. Donc, approfondir l'enseignement du judo, les grands principes du travail au sol, ce qui est, semble-t-il, en judo, ce qui est le plus difficile. Donc, à 46 ans, Moshe revient à Tel Aviv pour diriger le département d'électronique de l'armée israélienne. Souvent, on oublie que c'est quelqu'un qui travaillait aussi dans sa vie, dans ce domaine-là. Et il publie en 1952 son dernier livre sur le judo, Higher Judo, le travail au sol, où on reconnaît vraiment les grands principes de sa méthode. Est-ce qu'il parle de judo? Est-ce qu'il parle de la méthode Feldenkrais? Ça s'entrecroise vraiment beaucoup. Voilà. En 1954, à 50 ans, il s'établit définitivement à Tel Aviv, vivra désormais uniquement de l'enseignement de sa méthode et il expérimente des leçons de groupe de prise de conscience par le mouvement dans son studio situé sur la rue Alexander Yanai. Pour les gens qui sont des praticiens Feldenkrais, c'est une grande richesse, c'est 500 leçons enregistrées de ce qu'on appelle les Alexander Yanai, c'est pour ça.
où il fait toute une série d'expérimentations qu'il enregistre pour créer vraiment des principes qui peuvent être utilisés dans toutes sortes de leçons. Donc, il prend conscience de ce qu'il fait à travers beaucoup d'expérimentations. En 1956, il commence à donner des leçons individuelles au premier ministre Ben Gurion, qui apprend à se tenir sur sa tête à l'âge de 71 ans. On voit souvent cette photo-là. Et c'est ça qui va faire la promotion, entre autres, de son travail dans son pays, évidemment, parce que Ben Gurion est bien content de pouvoir se tenir sur sa tête et d'être en meilleure santé. On passe l'histoire qui pourrait être très longue. Bon, alors, cette étape, la prise de conscience par le mouvement, l'intégration fonctionnelle pour tous. Donc, dans les années 60, il présente son travail en Europe, aux États-Unis. Là, on voit qu'il est très lié avec Gerda Alexander, Lettonie, que vous connaissez sans doute. Ils se soutiennent depuis longtemps. À 60 ans, il publie Aspects d'une technique, l'expression corporelle et Mind and Body. En 65, on sait qu'il s'entretient avec les Schechner, là, dans un entretien publié Images, mouvements, acteurs, restauration de la potentialité. Moshe est très ami avec l'acteur israélien Aaron Miskin à Tel Aviv. C'est son grand ami. Et il évoque dans cet entretien Constantin Stanislavski, Lee Strasberg. Il publie en 1967 le premier livre grand public, le premier titre là, de bien-être et je ne sais pas quoi, bien-être, énergie et bien-être par le mouvement, ce qui est un titre qui ne correspond pas du tout. Improving Ability Theory and Practice, qui va devenir Awareness Through Movement, Health Exercises for Personal Growth. J'espère que vous appréciez mon anglais. Alors, ensuite, c'est devenu La santé en 12 leçons. Bon, alors, c'est les 12 leçons avec de la théorie, c'est destiné au grand public et ça court toujours. En 1968, il s'établit en permanence dans le studio de la rue Nachmani pour donner des leçons individuelles d'intégration fonctionnelle. Voilà. Et on va arriver, parce que j'ai peu de temps pour vous parler. Ça fait rien, on va y arriver. Il veut laisser un héritage et resserrer les liens avec d'autres domaines, parce que c'est quelqu'un qui lit énormément, qui écrit énormément, qui est c'est un scientifique de pointe. Alors, 3 formations professionnelles durant lesquelles sa pensée évolue. C'est important de voir, il ne fait pas toujours la même chose. De 69 à 71, donc à 65 ans, il dispense dans son studio sa première formation professionnelle à sa méthode, et dépendant des sources, il y a 12, 13 ou 14 élèves. Ça va être ses premiers assistants. De 75 à 78, après avoir présenté plusieurs ateliers d'1 mois dans différents pays, Moshe, à 71 ans, est invité à donner un 2e programme de formation professionnelle à San Francisco. Il y a 76 élèves. Et à 76 ans, il commence son 3e programme de formation professionnelle à Amherst, donc 230 à 235 élèves, dépendant des sources, tout en continuant à donner de nombreux ateliers internationaux. Alors, quand on est vieux, on peut quand même faire des choses. Mais bon, dans la foulée d'une série d'attaques cérébrales, il doit confier les 2 dernières années de formation à ses proches assistants, sa formation de Amherst. Et les élèves termineront soit à Amherst, soit à Tel Aviv, où Moshe est alité, tout en enseignant de chez lui, sans PowerPoint et sans Zoom. Depuis cette date, des milliers de praticiens ont été formés par les élèves de Moshe Feldenkrais à travers le monde. Donc, il existe 23 associations ou guildes de Feldenkrais regroupées au sein de la Fédération Feldenkrais internationale, 4 conseils d'accréditation des formations professionnelles dispensés sur 3 continents. Et puis, bien sûr, d'autres méthodes ont été inspirées et influencées par le travail de Moshe Feldenkrais. Bien entendu, la vie continue. Et nous continuons aussi. Ai-je encore le temps? Non. Continuons quand même. Juste regarder en gros que la pensée de Moshe est toujours alimentée par ses discussions et ses entretiens avec des scientifiques et les ateliers qu'il donne. Donc, Penser et agir, hein, qu'il y avait au début dans sa jeunesse. Donc là, je vous cite une série d'entretiens et d'ateliers avec Peter Brook, entre autres, des entretiens avec de grands scientifiques. Comme il est 11h10, on va passer vite, ma belle Hélène, tu peux continuer.
Si les gens veulent voir tout ça, on pourra Donc, il publie The Case of Nora, aussi le cas Doris, là, qui est important, 77, Margaret Mead, Ashley Montagu, Rogers, Cécilier. Bon, il publie plein de choses. Il connaît Ida Rolf, on continue. Bon, il publie son dernier livre, The Elusive Obvious, là. Il cesse d'enseigner en public en 81. Et ensuite, donc après sa mort en 84, là, on va continuer à publier des choses sur les ateliers qu'il a donnés ou d'autres entretiens qu'il avait eus, évidemment, de son vivant. Tu peux continuer. Et juste pour vous donner une idée comment c'était très important pour lui de se référer aux scientifiques. Donc, dans ses livres, il y a tout un ensemble de domaines scientifiques qui sont nommés avec plein de noms de scientifiques. Donc, ça vous en donne une petite idée, l'anatomie, l'anthropologie, la biologie, l'éthologie, l'ethnologie, l'histoire, on continue, la physiologie, la physique, les mathématiques, puis posturologie, psychologie, sémantique, somatique, avec Thomas Anna, évidemment, qui a été un de ses élèves. Et ici, on le voit donner leçons individuelles à un enfant en difficulté. Et dernière page, voilà, c'est les sources documentaires que j'ai utilisées pour essayer de vous faire ce cours. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Hélène. Je n'ai pas le temps d'ajouter autre chose. Merci beaucoup, Odette. Tout qu'un défi que de mettre en lumière les vies et les détails de ces fondateurs. On voit, juste nos deux, Feldenkrais, Alexander, deux vies complètement différentes, dans des contextes différents, avec tout ce que Feldenkrais a fait sur le judo avant et son implication scientifique, militaire. Oh là là, on est complètement ailleurs, mais autant on arrive avec des recherches et des méthodes tellement riches et intéressantes. Donc, merci de t'être prêté au jeu et à ce défi. Voilà, ben le PDF de tout ça est disponible si ça peut aider. Parfait. Donc, je vais j'agrandis mon écran. Je vais changer. Lucie, on te passe la parole. Oui, bonjour. Alors, je vais d'abord te mettre en évidence. Parfait. Alors, bien, je suis d'abord et avant tout formatrice nationale et internationale de gymnastique holistique. Alors, ça va me faire plaisir là, de vous présenter. On y va avec le PowerPoint, Hélène? Oui, je suis en train de l'ouvrir pour partager la bonne chose. Alors, nous, notre méthode s'appelle gymnastique holistique Ehrenfried. Alors, le terme gymnastique holistique est simplement venu à partir de 1986. On verra que c'est comment ça s'est installé, cette terminologie. Et Mme Ehrenfried est née en 1896 et est décédée en 1994. Alors, on y va à nouveau, on poursuit. Alors, dans le fond, je vais vous présenter ses influences, ses études, sa pratique et son héritage. On poursuit. Elle est née en 1896 dans une ville, Breslau, en Allemagne. Elle est aussi d'origine juive. Elle est un enfant unique. Son père est dans le domaine de la santé. Il a été médecin généraliste et par la suite, il s'est spécialisé en ophtalmologie. Sa mère, c'est une artiste, c'est une peintre. Alors, celles qui ont déjà eu le plaisir de venir au cabinet sur la rue Cherrier, vous vous rappelez qu'il y a une espèce de petite console verte et au-dessus de cette console, il y a une toile. Et cette toile, c'est mon héritage de la mère de Mme Ehrenfried. Mme Ehrenfried est juive avec des ascendants russes. Donc, elle a beaucoup de familles en Russie. Et puis, elle passe son enfance. Sa mère s'appelle Anna, son père s'appelle Léo. On poursuit. Mme Ehrenfried, dans un contexte de ses études de petite enfance, là, elle est dans l'école d'Otto. D'Otto est une école qui ressemble à une pédagogie
où tu choisis les matières que tu veux bien étudier, puis tu te donnes des perspectives d'aller chercher. Donc, une école un peu autodidacte. Donc, il n'y a pas de programme précis. Alors ça, je trouve que ça reste intéressant de voir l'influence, de savoir ce que l'on veut apprendre. Mais comme elle est là, comme son père dit toujours, elle se tient mal. Madame Ehrenfried se tient mal. Donc, à son adolescence, on l'oblige à faire de la gymnastique orthopédique. Alors, elle va aller suivre des exercices suédois, allemands pour corriger sa posture parce qu'on verra que Mme Ehrenfried a une scoliose, donc une déformation de la colonne vertébrale qui, à l'adolescence, s'aggrave. Donc là, au fur et à mesure, elle haït beaucoup ça, la gymnastique orthopédique, les exercices correcteurs. Donc, elle rentre en contact avec différentes écoles, donc l'école Messendiac. L'école Messendiac, ça a capté son attention parce que ça propose plutôt de faire de l'exploration. Ça l'intéresse. Après ça, elle est allée dans une école ou dans une gymnastique qu'on appelle l'ABAN. Alors, l'ABAN, juste pour, c'est l'analyse du mouvement, qui, dans le fond, est une approche qui existe encore. Et elle poursuit aussi Dalcroze, travaille avec l'ABAN. Dalcroze est un musicien. L'école Baude, c'est aussi une approche qui existe encore, qui est présente. C'est beaucoup basé sur la gymnastique expressive. Alors, si vous voyez qu'avec ses recherches pour améliorer sa posture, elle commence à vivre les expériences qui vont nous amener à la gymnastique holistique. Mais la personne qui a le plus reçu de son apport, de son influence, c'est Elsa Gindler. Alors, Elsa Gindler, Mme Ehrenfried est allée chez Elsa Gindler parce que sa mère était déjà une élève de Gindler, donc elle allait déjà tous les semaines expérimenter cette approche. Et puis, comme toute bonne adolescente, ce que sa mère fait, elle ne voulait pas y aller. Mais finalement, au bout de la ligne, elle a pris la décision d'aller explorer et elle a trouvé vraiment cette approche intéressante parce que ça allait dans ses valeurs d'expérimentation, d'aller plutôt chercher l'aspect conscience, attention. On y reviendra. En 1914, elle décide de devenir infirmière à la Croix-Rouge durant la Première Guerre mondiale. On fait la suite. Là, comme je vous disais, elle a commencé à travailler avec Gindler comme élève, étudiante, cliente, appelez ça comme vous voulez, en 1913. Mais à 22 ans, elle devient professeure de gymnastique qui, à l'époque, il y avait tout un mouvement de gymnastique harmonieuse. Madame Ehrenfried enseignera cette gymnastique jusqu'à l'âge de 90 ans en 1986. On fait la suite. Il faut vous parler d'abord de Elsa Gindler. Elsa Gindler, dans le fond, c'est la pionnière de la plupart de nos approches. Vous avez vu, Moshe a été en contact avec Gindler. Gindler, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une éducatrice physique. Elle a, dans le fond, étudié avec les descendantes de Delsarte. Delsarte, c'est le premier qui, en 1811, un peu plus vieux, mettons, elle a commencé à parler de faire du mouvement expressif. Donc ça reste là dans la lignée de Mme Gindler. Et puis, Mme Gindler, pour la plupart, c'est une pédagogue. Puis, un petit clin d'œil à notre regroupement pour l'éducation somatique. En 1925, Mme Gindler devient présidente de la Fédération allemande des gymnastiques. Toute gymnastique qui n'est pas des gymnastiques militaires. Des gymnastiques qui sont aussi dans un aspect offert aux dames, aux femmes. Elle leur a ouvert la porte de donner la possibilité aux femmes de faire de l'éducation physique et, entre guillemets, d'enlever les corsets. Alors, on fait une suite. Dans le fond, Mme Gindler,
elle a commencé à s'intéresser, à faire une forme de gymnastique avec ses professeurs, Calmeyer, Méziac, pour des bonnes raisons qu'elle avait des problèmes respiratoires dus à une maladie que l'on nomme la tuberculose. Elsa appelle son travail le travail sur l'être humain, le travail sur l'homme. Donc, ça met l'accent sur l'auto-observation. Une leçon ou un cours ou une séance avec Mme Gindler, ça commençait toujours par aller observer l'anatomie et la physiologie au niveau avec le squelette, avec les livres d'anatomie, et après ça, on s'installait au sol pour expérimenter des mouvements musculaires, posturaux. Donc, elle est déjà en train de nous placer notre attention, notre conscience, prendre soin de soi par un meilleur usage. Et il faut penser que Mme Gindler est demeurée en Allemagne, à Berlin, durant la Première et la Deuxième Guerre. Et on sait dans l'histoire, dans les anecdotes, qu'elle faisait vivre aux personnes qui étaient dans les abris anti-bombes de la gymnastique respiratoire pour qu'ils se concentrent sur le moment présent et non sur ce qui se vivait à l'extérieur. Madame Gindler a été en contact à partir de 1924 avec Jacobi, que Odette nous a parlé tantôt. Jacobi est un grand pédagogue, musicien et au niveau de la voix. Donc, Elsa Gindler et Jacobi ont été en collaboration jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont travaillé ensemble. Alors, comme on est on est dans la Deuxième Guerre mondiale, il faut penser que la guerre de Hitler faisant faire fuir la plupart des Juifs, des Juives, mais dans le fond, il a fait vivre au travail de Gindler une diffusion internationale. Alors, donc, c'est comme un contraire de ce qu'il voulait faire vivre aux Juifs. Il voulait les éliminer, mais dans le fond, il en a fait vivre une diffusion. Alors, on sait qu'en somatique, il y a Agensky qui a parlé, là, c'est tout ce que je vous nomme, là, tout ce que vous voyez, ce sont des personnes qui ont été des élèves de Gindler. Alors, en 1933, 34, 35, Agensky est partie vers Paris. Elle a développé une approche qui est basée sur la détente, qui était un des volets de Gindler. Speed, Carola s'en vient aux États-Unis, à New York, a écrit un volume sur la respiration. Et Speed a eu comme élève Bertha Bobat. Les gens qui sont en physiothérapie savent très bien que le Bertha Bobat est une approche en neurologie pour améliorer les conditions des hémiplégiques. Il y a eu Charlotte Selve. Charlotte Selve est aussi une élève de Gindler. Elle est allée s'installer en Californie et elle est une des fondatrices de l'Institut Esalen, qui est dans le fond une approche reconnue aux États-Unis. Ludwig est resté en Allemagne et a poursuivi le travail de Gindler et de Jacobi. Au niveau psychanalytique, il y a des grands noms comme Finney Schell, qui est en Scandinavie, Reich, Perls, qui est le Gestalt, Fromm, Eric Fromm. En pédagogie de petite enfance, elle a laissé ses traces avec Pichler, qui nous a, dans le fond, offert tout un travail sur le développement de l'enfant. On fait la suite. On continue avec Madame Ehrenfried. En 1926, suite à ses études avec Gindler pour devenir professeure de gymnastique, elle trouvait que Madame Elsa n'avait pas suffisamment d'anatomie pointue, précise, scientifique. Donc, elle a décidé de devenir médecin. En 1926, elle reçoit son diplôme de médecin. Elle se spécialise en pédiatrie, en orthopédie, en médecine sportive, en gymnastique médicale. Elle pratiquera dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les crèches à Berlin.
Alors, dans le fond, c'est toute l'influence là, tout pendant tout ce temps-là, elle travaille en gymnastique holistique, qu'on appelait à ce moment-là le travail. Parce que c'est juste en 86 qu'on appelle ça gymnastique holistique. Alors, Ehrenfried, de 26 à 33, est médecin généraliste. Elle enseigne la gymnastique thérapeutique. Elle travaille dans les cliniques médicales de régulation des naissances. Elle donne des conférences sur ce sujet, puis elle entreprend une psychanalyse freudienne. Alors là, vous voyez venir qu'à Berlin, elle commence à s'installer dans des cliniques de médicales régulation des naissances qui l'a amenée dans un contexte à être sur la liste des personnes qui devaient fuir Berlin, l'Allemagne. Alors, on connaît dans la petite histoire l'anecdote que lors d'une journée de travail à la clinique, il y a une de ses anciennes clientes à qui elle avait donné des moyens contraceptifs qui lui dit « Mon mari vient de voir que vous êtes sur la liste de déportation ce soir. » Parce que dans le fond, vous empêchez que les Allemands naissent. Alors, dans l'espace de quelques heures, elle a pris la fuite. Elle est partie elle a traversé la Suisse pour aller vers France, puis Nice de façon plus précise, pour aller rejoindre une tante paternelle qui habitait la région. Ce n'est qu'en 1934 qu'elle remonte à Paris pour enseigner des séances de groupe au centre américain où il y avait des Russes puis des réfugiés allemands. En 1937, parce que là, son diplôme de médecin généraliste, avec toutes ces compétences qu'on vient de voir, c'est comme un peu de nos jours. Son diplôme de médecine n'était pas reconnu en France parce qu'elle avait fait ses études allemandes. Alors, elle n'avait pas, entre guillemets, de profession. Donc, elle est allée en 1937 voir Dolto, Boris Dolto, le mari de Françoise Dolto, est kinésithérapeute et a une école de formation. Donc, elle va suivre avec Dolto la formation de kinésithérapeute et elle aura le titre, et c'est avec ce titre qu'elle poursuivra sa démarche. Dans la petite histoire, on sait qu'elle, qui a été rapporté, elle a eu souvent la phrase de dire « Comme médecin, on m'empêche de soigner et de soulager les gens. Comme kinésithérapeute, gymnastique holistique, je vais empêcher ces gens d'être malades et d'avoir besoin des médecins. » Alors, vous voyez un peu le caractère rigoureux et un petit peu de tête dure que l'on peut parfois déterminer comme étant notre rigueur allemande. En 1939 et en 1945, elle doit être internée dans un camp dans le sud de la France où elle se réfugie et c'est seulement après la Deuxième Guerre qu'elle retournera à Paris. Elle s'installe près du cimetière Montparnasse. On fait la suite parce que là, je pense que le temps court. C'est en 1956 qu'elle nous donne, qu'elle écrit le livre « Éducation du corps à l'équilibre de l'esprit », qui est dans le fond un résumé de son approche, de ses influences et qui nous donne dans le fond pour nous, entre guillemets, notre Bible de travail, qui est à lire et à lire toutes les années de manière à aller chercher l'essence de ce travail. En 1970, elle commence à proposer des cours pour les professionnels, les gens qui viennent du domaine de la santé, qui deviennent du domaine de l'éducation et aussi du bien-être. Donc, les gens qui font des professeurs de yoga, de tai chi et le reste. Une de ses élèves, Mme Guichard, Marie-Joseph, sera d'abord une élève ayant elle-même un problème de santé. Puis, c'est en 1978 que Mme Guichard va prendre la succession de Mme Ehrenfried. Elle va devenir son héritière. Et c'est Mme Guichard qui va être la première présidente fondatrice de l'AEDEPGH, qui se dit l'Association des élèves du Dr Ehrenfried et des praticiens en gymnastique holistique.
On fait la suite. Alors, Madame Guichard, 1837-2007, qui est l'héritière de Madame Ehrenfried, qui poursuit sa mission de diffuser la méthode. Donc, elle vient en 84, le premier stage au Québec, dont j'ai eu le plaisir d'être présente et d'être vraiment impressionnée par ce travail. En 1986, il y a l'Association internationale qui est mise sur pied et nous retrouvons de la gymnastique holistique Ehrenfried en Europe, en France, en Italie, en Espagne, en Grèce et au Brésil, ainsi qu'au Québec. On poursuit. Alors, juste quelques mots. Là. Je ne sais pas combien il me reste de temps, ma belle. Il ne me reste pas de temps. Tu peux prendre 3-4 minutes pour wrapper up ton dans le fond, je vous laisse sur cette diapo qui est dans les grandes lignes de notre travail de gymnastique holistique. C'est une méthode de rééducation pour aller vers un meilleur usage de soi. Donc, vous avez entendu ce terme dans les deux autres approches et répondre aux besoins des gens, percevoir, comprendre, apprendre, agir dans nos différents comportements somatiques, en faire un entretien et une pratique régulière. Alors là-dessus, la part de Mme Ehrenfried, on a vu que la respiration était, dans le fond, la base du travail de Gindler. La tonicité juste, adéquate, ni trop tendue, ni trop crispée, c'est aussi l'approche de Mme Gindler. Ce que l'on peut dire que Mme Ehrenfried a ajouté à l'évolution de Mme Gindler, c'est la partie équilibre. La partie équilibre, pour nous, ce n'est pas être en équilibre sur un pied. L'être en équilibre, pour nous, en gymnastique holistique, c'est un travail de mettre l'harmonie des masses, des structures en 3 dimensions. Et par le travail de sa psychanalyse freudienne, elle a mis beaucoup l'accent sur observer le comportement somatique. Et les personnes qui vivent avec nous la gymnastique holistique savent très bien que l'on recherche la tendance ordonnatrice. Alors, j'espère que dans ce cours histoire de notre travail et de notre Madame Ehrenfried, il y a eu des intérêts à aller lire le livre de l'éducation du corps à l'équilibre de l'esprit. Et puis, le spécial Indalo de la gymnastique holistique au Québec, hommage à Mme Guichard, qui est disponible si vous nous en faites la demande. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, j'espère que vous avez remarqué que nos 3 approches ont des liens communs. Et c'est pourquoi que nous sommes tous les 3 réunis dans un regroupement pour l'éducation somatique. Alors, je vous souhaite des belles portes ouvertes comme présidente du RES présentement. Alors, je passe la parole à Mme Hélène, qui est notre coordonnatrice en chef. Merci, Lucie. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui pour faire avec nous un peu un survol de qui sont les fondateurs de, de ces 3 méthodes. On parle du regroupement pour l'éducation somatique. On est un regroupement, on a entre autres des praticiens de gymnastique holistique Ehrenfried, on a des praticiens Feldenkrais, d'éducation somatique inspirée de la méthode Feldenkrais. On a des praticiens en technique Alexander, mais il y a aussi plusieurs autres méthodes qui ont été développées qui font partie du regroupement. Donc, je vous invite à aller voir sur le regroupement sur notre site internet éducation-somatique.ca si vous voulez en savoir plus, ou bien tout simplement participer aux 3 prochaines journées d'ateliers pour en découvrir davantage. Donc, on a une variété de méthodes qui vous est présentée. L'histoire, vous pouvez la lire dans les livres. On vous a donné un survol aujourd'hui rapide. Je voulais remercier Odette Guimond et Lucie Tétrault de s'être prêtées au jeu puis d'avoir embarqué avec moi dans cette proposition d'atelier. Donc,
On vous invite vraiment à essayer, à venir tenter. Si jamais vous ne pouvez pas attraper tous les ateliers, ils seront disponibles en rediffusion sur YouTube dans les prochains jours. Donc, vraiment, un gros merci. Merci à mes collègues de s'être joints à moi. Merci à Leila Mailly, qui est notre nouvelle adjointe à la coordination, qui a participé à l'organisation de cet événement aujourd'hui. Donc, un gros merci. Puis, on vous souhaite là, 3 belles journées d'ateliers par la suite. Merci.